Le tribunal était bondé ce matin-là, une atmosphère lourde flottant dans l'air comme une tension électrique avant l'orage. Le marbre froid du sol reflétait la lumière crue des lustres suspendus au plafond, accentuant la solennité du lieu. Des avocats en costumes élégants murmuraient entre eux, échangeant des dossiers d'un air affairé, tandis que d'autres, concentrés, relisaient leur plaidoirie, le front plissé d'intensité. Au fond de la salle, des journalistes griffonnaient dans leurs carnets, flairant une affaire potentiellement médiatisable. Quelques curieux, des habitués des audiences publiques, s'étaient glissés sur les bancs arrière, attirés par l'étrange fascination du spectacle judiciaire. Des policiers, vêtus de leurs uniformes impeccables, restaient postés près des portes, observant chaque mouvement avec une vigilance silencieuse. Assis sur le banc des accusés, un adolescent noir de 16 ans, Noah Diakité, fixait le sol, perdu dans ses pensées. Son visage était impassible, mais derrière son apparente tranquillité, une tempête d'émotions grondait. L'incompréhension, l'injustice, et cette étrange sensation d'être pris au piège dans un engrenage implacable. Il portait un jean légèrement usé, témoin de jours ordinaires passés entre l'école et les rues de son quartier, et un sweat noir à capuche, qui, dans ce tribunal, semblait soudain une marque de suspicion plutôt qu'un simple vêtement. Ses mains étaient jointes, ses doigts entremêlés avec une rigidité nerveuse, mais il refusait de montrer le moindre signe de panique. À quelques mètres de lui, Fatou, sa mère, était assise, le dos droit, serrant son sac contre elle comme si elle y enfermait sa propre angoisse. Son foulard bleu nuit était noué avec soin, mais son regard trahissait son désarroi. Une mère qui voyait son fils, innocent, traité comme un criminel. Noah était accusé d'avoir piraté le système informatique d'une grande entreprise pour y transférer illégalement des fonds. Une accusation grave, presque absurde pour quiconque connaissait le garçon. Un lycéen surdoué en mathématiques, passionné d'algorithmes et de programmation, certes, mais incapable de la moindre malhonnêteté. Pourtant, ici, dans ce tribunal, peu importait la vérité, seules comptaient les apparences, les préjugés et les certitudes d'un système déjà convaincu de sa culpabilité. Un silence se fit lorsque la porte latérale s'ouvrit brusquement. Le juge Philippe Morel entra, suivi d'un greffier qui s'installa en toute hâte. Morel était un homme dans la soixantaine, à la carrure imposante, la chevelure grisonnante soigneusement coiffée vers l'arrière, et des sourcils épais qui accentuaient l'expression naturellement sévère de son visage. Il portait une robe noire impeccable, symbole d'une autorité qu'il aimait visiblement imposer. En s'asseyant sur son siège, il prit le temps d'observer la salle d'un regard dur et pénétrant, comme s'il jaugeait les personnes présentes. Puis, son regard s'attarda sur Noah, et une lueur méprisante passa brièvement dans ses yeux. C'était là, dans ce regard, que se lisait déjà le verdict qu'il semblait avoir rendu avant même d'avoir entendu une seule défense. Il feuilleta le dossier posé devant lui, faisant mine de s'y plonger avec sérieux, avant de lever les yeux vers le jeune accusé. « Monsieur Diakité, vous réalisez la gravité de vos actes ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. Noah releva la tête, fixant le juge avec une maîtrise qui aurait impressionné n'importe qui. Son cœur battait vite, mais sa voix resta posée. « Oui, monsieur. Mais je n'ai rien fait. » Morel esquissa un sourire sans joie, un rictus teinté de condescendance. « C'est ce qu'ils disent tous. » Lâcha-t-il avec un amusement glacial. Un murmure parcourut la salle, un mélange d'indignation et de commérage chuchoté entre les spectateurs. Fatou crispa davantage ses doigts sur son sac, retenant un souffle chargé de détresse. Le procureur, un homme au crâne dégarni et au regard froid, se leva et s'approcha du banc pour présenter les charges. Il déploya ses documents avec une assurance mécanique et prit la parole, détaillant les preuves avec une rigueur implacable. L'enquête a révélé que l'adresse IP utilisée pour attaquer le système de la société provenait d'un ordinateur du centre social de son quartier. De plus, sur l'ordinateur personnel de l'accusé, nous avons retrouvé des fragments de code similaires à ceux utilisés lors du piratage. Nous avons ici un cas d'intrusion illégale et de fraude manifeste. Noah Ni Buhayapa. Il écoutait, analysait, tandis que le monde autour de lui semblait déjà le condamner. Le juge posa son coude sur l'accoudoir, l'air faussement réfléchi. Un garçon comme vous, un gamin des cités, aurait dû savoir qu'on finit toujours par se faire attraper. Vous avez voulu jouer au petit génie, mais la justice est plus intelligente. Son rire méprisant résonna dans la salle, glacial, comme un couperet qui s'abat. Noah resta silencieux, mais son avocat, Maître Roche, se leva et lui donna enfin l'occasion de parler.
Il posa une main rassurante sur l'épaule du jeune homme avant de s'adresser au juge. « Monsieur Diakité, pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi ces preuves ne suffisent pas à vous condamner ?» Noah inspira profondément, redressa les épaules et fixa le juge avec une assurance tranquille. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait serait scruté, décortiqué, utilisé contre lui s'il n'était pas prudent. Pourtant, il n'avait rien à cacher. « Votre honneur, vous partez du principe que je suis coupable sans chercher à comprendre. Mais regardons les faits. » Sa voix, bien que calme, portait une clarté qui força les spectateurs à tendre l'oreille. Certains avocats cessèrent même de murmurer entre eux pour écouter ce que cet adolescent accusé de cybercriminalité avait à dire. L'adresse IP retrouvée lors du piratage prouve uniquement qu'un ordinateur du centre social a été utilisé, pas que je suis responsable. Le juge haussa un sourcil, visiblement contrarié par l'aisance avec laquelle Noah exposait son raisonnement. « Un réseau Wi-Fi public peut être utilisé par n'importe qui, » continua le garçon. « Ce n'est pas une preuve directe. Si j'avais voulu commettre un crime, pourquoi aurais-je utilisé un accès aussi facilement traçable? Ce serait totalement illogique. » Un murmure parcourut l'audience. Maître Roche croisa les bras, satisfait de la tournure que prenait la discussion. « Quant aux lignes de code retrouvées sur mon ordinateur, savez-vous ce qu'elles signifient réellement ?» Le juge Morel fronça les sourcils, irrité par le ton assuré du garçon. « Je suppose que vous allez me l'expliquer, » ironisa-t-il. Noah hocha la tête, imperturbable. Ce sont des algorithmes d'optimisation que j'ai développés dans le cadre d'un concours de mathématiques avancées. Ces codes ont été publiés en open source il y a des mois. Tout le monde peut les récupérer et les utiliser. Un silence es habitat sur la salle. Même le procureur, jusqu'alors confiant, fronça les sourcils en feuilletant ces documents. En d'autres termes, reprit Noah, quelqu'un a utilisé mon code pour monter un coup et me faire accuser. Je ne suis pas le criminel ici. Je suis la victime. Les journalistes présents commencèrent à griffonner frénétiquement sur leur carnet. Le juge Morel tapota nerveusement du doigt sur son bureau, cherchant une faille dans l'argumentation du jeune homme. Maître Roche en profita pour enfoncer le clou. « Monsieur le juge, l'accusation repose sur des suppositions et des liens indirects. Où sont les preuves tangibles que mon client est l'auteur du crime? A-t-on retrouvé de l'argent transféré sur son compte? Des traces de connexion directe entre lui et le serveur piraté? » Le procureur déglutit, pris au dépourvu. Il échangea un regard avec ses assistants, mais aucun ne semblait avoir une réponse immédiate. Fatou, la mère de Noah, serra les poings sur son sac, retenant son souffle. C'était la première fois depuis le début de l'audience qu'elle voyait une lueur d'espoir. Dans le public, un homme en costume sombre, assis au fond de la salle, observait la scène avec un intérêt croissant. Ses doigts pianotaient sur son téléphone, envoyant un message rapide. Il semblait en savoir bien plus qu'il ne le laissait paraître. Alors que le juge Morel cherchait ses mots, visiblement troublé par l'argumentation de Noah, un mouvement se fit sentir dans la salle. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume sobre mais élégant, se leva lentement du fond du tribunal. Son visage sévère et ses lunettes à monture fine trahissaient une intelligence affûtée. « Monsieur le juge », dit-il d'une voix claire et posée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un murmure parcourut l'audience. Il n'était pas un spectateur ordinaire. Le procureur, intrigué, ajusta ses lunettes. « Qui êtes-vous » demanda le juge Morel, fronçant les sourcils. L'homme fit un pas en avant et déclara d'un ton empreint d'autorité. « Professeur Léonard Dumas. » Un frisson parcourut la salle. Ce nom n'était pas inconnu des esprits les plus cultivés présents dans le tribunal. Léonard Dumas était une référence mondiale en mathématiques appliquées et en cybersécurité. Son travail était cité dans les plus grandes universités du monde, et il avait conseillé plusieurs gouvernements sur les questions de sécurité informatique. Le juge déglutit. Il comprit aussitôt que cet homme n'était pas là par hasard. Dumas se tourna vers Noah et lui adressa un léger sourire avant de reporter son attention sur le magistrat. « Monsieur le juge, je connais ce garçon. Il est l'un des esprits les plus brillants de sa génération. Noah a remporté le concours national de mathématiques 2 années de suite. Ses recherches sur les algorithmes d'optimisation sont publiées dans plusieurs revues scientifiques. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Même le procureur,
jusque-là convaincu de la culpabilité de l'adolescent, semblait soudain hésitant. Morel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Dumas poursuivit avec calme, mais une pointe de reproche dans la voix. Ce garçon est un génie, et vous l'avez traité comme un criminel sans même écouter ses explications. Vous avez jugé son apparence avant ses compétences, et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Les mots du professeur frappèrent le juge comme un coup de massue. L'embarras se peignait sur son visage. Il détourna brièvement le regard, comprenant qu'il venait de commettre une erreur monumentale, une erreur qui ne passerait pas inaperçue. Maître Roche, profitant de ce moment de flottement, prit la parole avec assurance. « Monsieur le juge, étant donné ces nouvelles informations et l'absence de preuves tangibles contre mon client, je demande l'acquittement immédiat de Noah Diakité. » Le procureur hésita un instant, consulta ses dossiers comme s'il espérait y trouver un élément pour s'opposer à cette demande, puis, résigné, hocha lentement la tête. Le juge Morel prit une grande inspiration. Il n'avait pas d'autre choix que de reconnaître l'évidence. Après examen des éléments apportés à cette cour, dit-il en pesant chaque mot, et en tenant compte des nouveaux témoignages, le tribunal prononce l'acquittement de Noah Diakité. Un soupir de soulagement parcourut la salle, suivi d'un léger applaudissement que le juge ne prit même pas la peine d'interrompre. Noah tourna la tête vers sa mère. Fatou ferma brièvement les yeux, retenant des larmes d'émotion. Elle prit la main de son fils et la serra avec force. Alors qu'il quittait la salle d'audience sous les regards de journalistes en effervescence, Noah jeta un dernier coup d'œil au juge Morel. Ce dernier les observa partir, le visage marqué par l'embarras et une prise de conscience tardive. Ce jour-là, il apprit une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le talent et l'intelligence n'ont ni couleur ni classe sociale. Et Noah, lui, continua son chemin, déterminé à prouver au monde que ni les préjugés ni l'injustice ne pourraient l'arrêter.